Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation d'une nouvelle épreuve cyclisme, une épreuve par étape, la deuxième du World Tour. On va parler plutôt de Paris-Nice, nouvelle édition de Paris-Nice, la course au soleil. Mais des fois, on l'attend longtemps, le soleil sur Paris-Nice. On y reviendra un peu plus tard au niveau des conditions météo, au niveau des prévisions potentielles sur cette épreuve. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos favoris pour le général et pour le sprint. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment les vidéos cyclisme. Vous pouvez faire un super thanks, EPS 2.0 sur Spotify, TikTok également, où il y a du contenu assez souvent sur TikTok. Paris-Nice, pas forcément la course la plus dure en termes de parcours. C'est vrai que Paris-Nice, en termes de parcours, parfois on a l'impression comme ça que c'est facile. Parfois on a l'impression que c'est plus facile que Tirreno-Adriatico. C'est vrai que Tirreno-Adriatico, il y a peut-être un peu plus de difficultés sur les étapes difficiles. Mais Paris-Nice, c'est une course qui est souvent surprenante en termes de résultats. Souvent on a des favoris qui se font avoir sur ce parcours parce qu'il peut y avoir du spectacle tous les jours. Paris-Nice, vraiment, il peut se passer beaucoup de choses tous les jours. On peut avoir une équipe qui domine les premiers jours et qui s'enfonce complètement. C'est très compliqué de dominer Paris-Nice. Il peut se passer vraiment des choses tous les jours. C'est une étape qui est très usante. C'est une course qui est très usante mentalement. Parce qu'il faut toujours être concentré, toujours être au point. Donc c'est vraiment très fatigant. Vous savez, Paris-Nice, on est content le vendredi soir quand on peut encore jouer la gagne pour le général. Jusqu'à vendredi soir, on est comme ça. On serre les fesses quand on est leader et quand on est un directeur sportif d'un leader, on serre aussi les fesses parce qu'on sait qu'il peut y avoir le vent, les coups de bordure, il peut y avoir les chutes parce que le peloton est toujours très nerveux, il peut y avoir des étapes avec des arrivées en bosse où on peut avoir des surprises, le contre-la-montre par équipe cette année peut faire des écarts, donc quand on est à moins d'une minute vendredi soir, on sera content. On peut avoir également des bordures à Saint-Paul-Trois-Châteaux par exemple. On peut avoir une chute également sur les 2 premiers jours de course. On sera en région parisienne. Et à partir de samedi, là on peut se dire, allez, je peux encore jouer la gagne. Le col de la Couillole cette année, la dernière étape à Nice. Mais c'est pas toujours facile par Nice et on a souvent des surprises au niveau du classement général. C'est une course où l'expérience est importante. Il faut savoir se placer, il faut connaître un petit peu les routes, mais malgré le fait que l'expérience a une importance sur Paris-Nice, on a toujours des nouveaux qui arrivent à s'en sortir. On a toujours des jeunes coureurs qui arrivent à performer sur Paris-Nice. Les dernières années, on se souvient de Jorgensen, par exemple. Mais si on remonte à plus longtemps, il y avait eu du Chavanel, il y avait eu du Sandy Cazard qui avait performé sur Paris-Nice. Donc c'est toujours assez surprenant de voir qu'au niveau du général, on peut avoir des jeunes coureurs qui s'en sortent extrêmement bien. Allez, on regarde le parcours de ces différentes étapes. On va faire un focus un peu plus important sur l'étape 1. Les autres étapes, on va en parler, mais encore une fois, on y reviendra dessus tous les matins, normalement, pour faire la présentation de chacune des étapes. Donc, étape tous les jours, voilà, on fera une présentation le matin, 7h30, comme vous en avez l'habitude sur le Tour de France. Une présentation un peu plus détaillée de toutes ces étapes de Paris-Nice. On commence tout de suite donc avec la première étape. On part de la Verrière, parce que vous ne le voyez pas, c'est caché, vers la Verrière. Donc voilà, 170 km. C'est en fait un circuit autour de cette commune de la Verrière. Donc ça se situe dans les Yvelines, le 78, c'est dans la forêt de Chevreuse. Donc toute cette vallée de Chevreuse assez connue. On passera notamment à Saint-Rémy-les-Chevreuses, au kilomètre 45.5 à plusieurs reprises. Donc c'est vraiment des endroits assez connus des cyclos de région parisienne. C'est l'un des rares endroits où vous pouvez faire du cyclisme sans être trop emmerdé ou faire même du gravel. La vallée de Chevreuse.
Il y aura notamment la côte de Milon-la-Chapelle, 500 mètres à 11,6%. Je vous la montre à l'écran tout de suite. C'est un mur très court, mais un gros mur quand même. Hein. Voilà, notamment un passage à 12%. Voilà, donc c'est un petit radar. Et puis on a la côte des 17 tournants qu'on prendra à 2 reprises. Côte des 17 tournants, 1,5 km à 4,7 de moyenne. C'est pas une côte très difficile, hein. Encore une fois, on est dans la vallée de Chevreuse, hein, mais c'est le type de parcours qu'on aura lors des prochains Jeux Olympiques, hein, aussi, hein, la vallée de Chevreuse, donc c'est à prendre en compte. Premier passage sur la ligne d'arrivée, on refait une deuxième boucle, un passage à Saint-Rémy-les-Chevreuses, la côte de Milon-la-Chapelle, côte de troisième catégorie, puis la côte des 17 tournants qui sera un sprint intermédiaire au kilomètre 164, c'est-à-dire à 6 km de l'arrivée. Il pourrait se passer donc des choses lors du dernier passage sur la côte des 17 tournants. L'étape du dimanche, ces dernières années sur Paris-Nice, on a souvent des surprises. On se souvient l'année dernière du triplé, notamment de la Jumbo. Donc il se passe souvent des choses sur cette étape du côté de Paris-Nice. L'étape de Bazainville-Fontainebleau. Bazainville, c'est dans le 78. Fontainebleau, c'est en Seine-et-Marne. Donc on reste en région parisienne. C'est assez rare. On ne va pas directement aller chercher la région de l'Orléanais, hein, la région de la Beauce. C'est pleine de la Beauce le lundi, on sait, c'est grosses journées de bordure. Et bien là, voilà, on prend une route un peu inhabituelle sur Paris-Nice, c'est-à-dire qu'on reste en région parisienne, on va contourner en fait Paris par le sud. Donc on va partir des Yvelines pour passer dans le 91, 94, 77, voilà, pour rejoindre le 77. C'est différent de d'habitude, il faudra faire attention aux aménagements routiers. On est en région parisienne, donc il y a beaucoup d'aménagements routiers, donc les terre-pleins centraux, les virages, les passages en ville, on va être sur du périurbain pendant toute la journée, donc c'est-à-dire qu'il y aura pas mal de difficultés de ce côté-là. Après, le parcours, comme vous pouvez le voir, il est très plat. Mais ça pourrait être plus compliqué sur un parcours comme ça de faire des coups de bordure, à part en sortie de commune. Hein, voilà. Dès qu'on va sortir des grosses villes, si on est un petit peu à découvert, que le vent est de la bonne direction, il faut aussi que le vent soit dans la bonne direction, ça peut être un peu intéressant pour tenter des coups de bordure. Deux côtes dans cette journée, la côte de la Grange-le-Roi, 1,4 km à 3,6 de moyenne, et puis la côte de Meuréville, 900 mètres à 4,2%, mais qui ne sont pas des côtes très importantes. Étape numéro 3, c'est cette étape qui fait énormément parler, contre-la-montre par équipe entre Dampierre-en-Burly et Dampierre-en-Burly, 32 km, mais particularité par rapport à d'habitude sur un contre-la-montre comme ça individuel, par équipe, pardon, c'est que le temps sera pris sur le premier coureur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de finir à 4 ou 5. Le leader peut finir seul. Ça va avantager les très bons rouleurs en contre-la-montre, comme les Pogacar, les Vingegaard, qui ne vont pas être obligés de traîner, on va dire, des poids morts presque en fin de parcours. Donc ça va changer un petit peu la donne au niveau d'une course comme ça, même si, encore une fois, un coureur seul ne pourra pas faire 10 km tout seul non plus et être aussi performant qu'un groupe de 3 ou 4. Donc il y aura des stratégies à mettre en place pour savoir à quel moment un Pogacar ou un Vingegaard pourra le laisser seul, et puis dans d'autres équipes, on devra faire différemment, c'est-à-dire qu'il faudra rester à 3 ou 4 parce que voilà, il y aura peut-être moins d'intérêt, et puis surtout faire attention, Dampierre-en-Burly, le lendemain, il y aura une étape un petit peu compliquée. Faire 5 ou 6 km à haute intensité, ou peut-être plus que 2 ou 3, ça veut dire consommer également pas mal d'énergie. Ce qui veut dire qu'on peut peut-être gagner 15 secondes aujourd'hui et en perdre 2 le lendemain, 2 minutes le lendemain. Donc il faut vraiment faire attention également de ce côté-là. Après, le parcours est totalement plat. On est le long de la Loire, hein, Dampierre-en-Burly. Bon, il n'y a pas grand-chose à voir à Dampierre-en-Burly dans le 45. Il y a une centrale nucléaire, à part ça, il n'y a rien. Dampierre-en-Burly, mais on est dans le Loiret, c'est vraiment tout plat. Faire attention au vent. S'il est placé, ça peut changer un petit peu la donne. Et puis, c'est la première fois depuis 30 ans qu'on a un contre-la-montre par équipe. Ça fait du bien parce que c'est quand même quelque chose de plus en plus rare aujourd'hui. Le lendemain, Saint-Amand-Montrond, la Loge des Gardes, on part du Cher.
mon département, mais c'est pas du tout là où j'habite. Enfin, c'est pas du tout le coin du Cher où j'habite, Saint-Amand-Montrond, la ville de Julien Lafilippe, pas de Pau, il est pas au départ. Pour aller à la Loge des Gardes, une étape de moyenne montagne, comme on dit. Là, on reste pas longtemps dans le Cher. Il faut savoir qu'il y a un contrat entre Paris-Nice et le Cher, enfin et la région centre, pour avoir des étapes dans la région centre. Mais alors là, on a fait le service minimum, on va dire. On part directement dans l'Allier, c'est-à-dire que voilà, on va pas rester longtemps dans le Cher. On passe notamment à 5% sur Sioule, à Vichy. On sera plutôt sur des portions de plat. Vichy, on y repassera lors du Tour de France, je crois, cette année. Et puis ensuite, la dernière partie d'étape, les 60 derniers kilomètres sont très vallonnés, notamment avec la côte du Vernet, 2 km à 5,8 de moyenne, côte de 3e catégorie. La côte de Cheval-Rigon, 5 km 800 à 3,8 de moyenne. La côte de Beaulouis, 8 km 9 à 3,1 de moyenne, les 800 derniers mètres à 4%, et puis surtout la Loge des Gardes, 6 km 800 à 7% de moyenne pour finir la journée, pour bien finir la journée. Donc voilà, un petit peu de massif central sur ce Paris-Nice 2023. Le lendemain, Saint-Symphorien-sur-Coise vers Saint-Paul-3-Château, étape de plat. Faire attention des fois à Saint-Paul-3-Château, il y a pas mal de vent. On est dans la vallée du Rhône, dans ce coin-là, donc il peut y avoir pas mal de vent. Début de journée qui sera très difficile, sur les 50 premiers kilomètres, on va avoir de l'animation. La côte de Coise, la côte de l'Aubépin, la côte de Trèves, ça c'est dans les 50 premiers kilomètres, même moins, les 35 premiers kilomètres, on va dire comme ça. Et puis ensuite, pas mal de plats, Tournon-sur-Rhône, La Voulte-sur-Rhône, des coins qu'on connaît un petit peu. Et puis ensuite, on repasse vers le col du Dévès, 3,5 km à 4,7 de moyenne, sprint intermédiaire, côte d'Alérac, ensuite derrière 4,6 km à 4,8 de moyenne. C'est même surprenant que le sprint intermédiaire qui donne des secondes de bonification soit pas sur la deuxième côte. J'aurais plutôt, c'est peut-être pour tenter quelque chose. Et puis l'arrivée à Saint-Paul-3-Château, je pense qu'on aura plutôt un sprint sur cette étape qui sera longue, 213 km, c'est également à prendre en compte. Le lendemain, on passe à Tourves vers la Colle sur Loup, l'étape du vendredi. Souvent en étape ces dernières années, on a pas mal d'animation. On commencera avec la côte de Roquebrussanne, côte de 3e catégorie. On aura ensuite la côte des Tuilières, 2e catégorie, ça sera à mi-journée. La côte de Caillan, la côte de Cabris, 5 km 3, 5,8 de moyenne. Et puis en fin de journée, la côte de la Colle sur Loup, vu qu'on aura un petit circuit autour de la Colle sur Loup. Et surtout, un passage à Tourette sur Loup, au bout d'une petite bosse, un sprint intermédiaire. Et ensuite, une longue descente pour rejoindre la Colle sur Loup. Sur la ligne d'arrivée, il y a une petite bosse et 700 mètres à 5%. Je pense que donc on aura un petit sprint pour des Pedersen, Matthews et Brian Cocard qui sont au départ de cette épreuve. Paris-Nice 2023 le samedi, Nice, col de la Couillole, le fameux week-end. C'est pas l'étape la plus dure qu'on ait vue sur Paris-Nice, avec 2 difficultés au programme. La côte de Tourette du Château, 17 km 900 à 4,5 de moyenne. Faire attention, après cette côte, on ne descend pas, c'est-à-dire qu'on a encore une vingtaine de kilomètres de plat. De plat ou de route en prise. On passe à Puget, connu pour l'huile d'olive. Villars-sur-Var, le sprint intermédiaire. Et puis le col de la Couillole, 15 km 800 à 7,3 de moyenne. En fait, la difficulté de ces montées, c'est pas forcément le pourcentage, c'est la longueur. On n'est pas habitué à ce moment-là de l'année à faire des cols aussi longs. Et surtout à monter à 1600 mètres d'altitude. Encore une fois, à 1600-1700 mètres d'altitude à ce moment-là de l'année. On peut avoir des surprises au niveau des températures. Et surtout, l'étape est assez courte, 144 km. Et puis le lendemain, un classique Nice, 118 km, même un petit peu plus long que d'habitude. Un classique parce que vraiment on reprend ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire l'arrière-pays niçois, pas mal de difficultés. La côte de Levance, en début de journée, la côte de Châteauneuf derrière. Côte de Berre-les-Alpes, donc que des côtes de 2e catégorie. On aura la côte de Paye, 6 km 6 à 6,9 de moyenne, côte de 1re catégorie. On redescend par la Turbie, un petit passage au sprint intermédiaire à Aise, on redescend. Et puis ensuite, le col d'Aise, 6 km à 7,6 de moyenne pour finir la journée. Pas de passage par la côte des 4 routes, ou des 4 chemins, je ne sais jamais comment elle s'appelait elle. Donc qui est la fameuse version du col d'Aise sans les 2 derniers kilomètres. Là on prend une seule fois le col d'Aise pour cette étape, mais on prendra 2 fois la descente autour de col d'Aise. Faire attention, c'est une descente qui est très rapide. Vraiment, on atteint 100-110 km/h. Il y a quelques courbes, alors c'est pas la descente la plus technique de l'histoire, mais
c'est une descente qui est très très rapide, et puis l'arrivée, bon, promenade des Anglais, comme habituellement ces dernières années sur Paris-Nice. Du côté de la météo, on va se concentrer pour la première étape. Ensuite, on aura des prévisions un peu plus larges. Le ciel sera très nuageux sur cette première étape, avec 35% de risque de pluie. Donc malgré les nuages, la probabilité de pluie reste assez faible. Le vent qui sera de nord-est entre 15 et 20 km/h, mais comme voilà, le ciel est assez couvert, on ne devrait pas avoir de possibilité de coup de bordure parce qu'on ne devrait pas avoir beaucoup de rafales de vent. C'est pas suffisant en termes de vent, surtout qu'on va quand même rester énormément protégé. La forêt de Chevreuse, c'est quand même une forêt assez dense, donc on devrait être pas mal protégé. On ne devrait pas avoir beaucoup de zones vraiment à découvert. Et puis sur le reste de la semaine, du côté de ce Paris-Nice, des températures qui seront très fraîches, notamment mardi sur le contre-la-montre par équipe. On ne devrait pas dépasser le 0 sur certaines étapes, donc il faudra vraiment prendre ça en compte. Et puis la fin de semaine devrait se dérouler sous le soleil. La pluie, on pourra en avoir, je dirais, soit sur le chrono par équipe, soit sur l'étape de jeudi, mais vendredi, samedi, dimanche, on devrait avoir du soleil, mais là encore, ça reste très friable comme estimation, parce que la météo à une semaine, c'est pas forcément l'idéal. Comme vous le savez, on peut avoir beaucoup de surprises d'ici là. Donc voilà, l'indice de confiance n'est pas très élevé sur la météo de fin de semaine. On regarde tout de suite le palmarès de Paris-Nice. Alors, Paris-Nice est une course qui a une grande histoire aujourd'hui. On a eu de nombreux coureurs qui se sont imposés à Paris-Nice. Alors, le dernier podium, c'était la victoire de Primoz Roglic devant Simon Yates et Daniel Felipe Martinez. Double victoire de Maximilian Charman en 2021-2020. Egan Bernal 2019. Marc Soler 2018. Sergio Henao 2017, Geraint Thomas 2016, Richie Porte 2015 et 2013, et victoire de Carlos Betancourt en 2014 et Bradley Wiggins en 2012. Voilà pour les, on va dire les 10 derniers vainqueurs. Parmi les vainqueurs célèbres, on a Contador en 2010 et 2007. Nous avons David Rebellin qui s'était imposé en 2008. Alexandre Vinokourov en 2003 et 2002, et ça permet de rappeler qu'on va rendre hommage aux 20 ans de la mort de Andrei Kivilev, qui a permis aux coureurs cyclistes de porter le casque de manière obligatoire. Il faut se dire qu'il y a encore 20 ans, on avait des courses sans casque. Ça semble assez dingue. Laurent Jalabert s'est imposé en 95, 96 et 97. Victoire de Jean-François Bernard en 92. Sean Kelly, lui, avait fait une razzia entre 82 et 88. Gilbert Duclos-Lassalle 80. Michel Laurent en 76. Raymond Poulidor 72 et 73. Jacques Anquetil 61, en 57, en 65, 66, Eddy Merckx 69, 70, 71. Et puis le premier vainqueur, c'était Alphonse Schrippers, peut-être même on doit dire ça comme ça, en 1933. Louison Bobet s'est imposé en 52 lors du retour de la course après une grosse période de pause suite à la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il faut savoir que l'organisateur de Paris-Nice avait collaboré avec les Allemands au niveau de la presse. Il y a eu quelques journaux français, notamment le journal L'Auto, qui était l'ancêtre de l'équipe, qui avait également collaboré avec les Allemands. Ce qui fait que ça a fait beaucoup de mal pour le cyclisme. Donc en 46, la course avait repris avec un autre organisateur, mais ça s'était pas très très bien passé, et c'est en 51 que la course reprend, et en 52, Louison Bobet s'impose. Jean Bobet en 55. Et voilà, au niveau des vainqueurs importants, Job Zettelmeck également s'est imposé, Stéphane Roche aussi en 81. Enfin voilà, parmi les vainqueurs célèbres de cette course. On regarde les équipes présentes au départ. Bien entendu, toutes les équipes du World Tour sont présentes, plus l'Auto Destiny, Total Energy et Israël, auquel on rajoute une invitée, on va dire, par choix de l'organisateur, c'est Uno X, avec Israël aussi. Non, parce que Israël, ça fait partie des courses où ils sont invités obligatoirement. Parmi les équipes présentes, AG2R avec Aurélien Paré-Peintre, notamment au départ.
Alpecin de Koninck avec Søren Kragh Andersen et Caden Groves. Du côté d'Astana, on mise sur Luisán Sanchez, pourquoi pas, qui a déjà remporté cette épreuve. Il avait profité d'une défaillance d'Alberto Contador. Il y a aussi David de la Cruz du côté de la Bahrain Victorious, Fred White du côté des sprints, Gino Meder et Jack Egg du côté de la montagne. Il y aura également Jonathan Milan au départ. Bora Hansgrohe pour Bob Jungels et Sam Bennett du côté de la Cofidis, Brian Cocard et Benjamin Thomas. Du côté avec Yann Izagirre également pour le général. Du côté de F, on aura Nelson Poles, Bisseger et Piccolo. Du côté de la Groupama, Arnaud Desmar et David Gaudu. Premier moment de l'année où ils vont être ensemble. On va voir si les tensions sont moins fortes entre les deux. On va voir comment ils vont réussir à s'entendre. Ça va être intéressant de voir ça. Ineos Grenadiers avec Sivakov, Daniel Felipe Martinez au départ et Ben Swift et Connor Swift. Du côté d'Intermarché, Kobe Goussen, Calmejean, Hugo Page également seront au départ. Jumbo Visma, Tobias Foss, Juan Denis et surtout Christophe Laporte et Olaf Koy. Je pense que ça sera plutôt Olaf Koy pour les sprints, on verra, et puis Vingegaard pour le général. Une équipe très plat pour Jumbo Visma. La Movistar avec Matteo Jorgensen et Garcia Cortina. Du côté de la Soudal Quickstep, Yves Lampart, mais surtout on aura Tim Merlier, Kasper Asgreen, Mauro Schmidt, Sénéchal et Cavagna. Du côté de Arkea Samsic, Mathis Louvel avec David Decker et Kevin Vauquelin, une équipe très jeune du côté de Arkea. Du côté de la Jayco, on aura Luke Durbridge, Lucas Hamilton, Sobrero et Michael Matthews et surtout Simon Yates qui avait fini deuxième l'année dernière. Du côté de la team DSM, Chris Hamilton, Romain Bardet. Au départ avec John Degenkolb du côté de Trek Segafredo. On aura Pedersen, Skielmose, qui a fait un gros début de saison. Du côté du AE, on aura pour les sprints Matteo Trentin, mais surtout Pogacar pour le général. Du côté de la Lotto Destiny, on aura Arnaud Delis au départ, et puis Thomas de Rennes pour tenter des échappées. Du côté d'Israël Première Tech, on aura Stephen Williams, Hugo Hull. Voilà pour le général. Il n'y a pas grand monde dans cette équipe, ça ne fait pas vraiment rêver Israël. Total Energy avec Boasson-Hagen, Pierre Latour, Anthony Turgis. Et puis du côté du NOX, on aura Alexander Christophe, Varesh Kjold. Et puis surtout Anton Charming et également Scarset et Rasmus Tiller. Donc une belle équipe autour de Alexander Christophe pour les sprints et Charming pour la montagne. On continue avec mes favoris. Alors je rappelle, faites attention avec les paris sportifs, ça peut rendre addict. Encore une fois, ce sont des pronostics à titre tout à fait indicatif. Je ne suis pas responsable de vos choix après sur les sites de paris sportifs. Du côté des favoris pour le général, moi j'ai mis Pogacar, bien entendu. Alors pour quelle raison j'ai mis Pogacar ? Il se comporte toujours très très bien dans les bordures. Il se fait rarement avoir sur le placement. La seule fois où il s'est fait avoir, c'était sur le Tour de France, mais il venait d'avoir une crevaison auparavant. Donc c'est un coureur qui sait toujours bien se débrouiller dans le vent, tout simplement parce qu'il n'hésite pas à manger du vent. Et puis après, chrono par équipe, UAE devrait pas être en difficulté. Enfin voilà, et en montagne, il est pas mauvais quand même, Pogacar. Et puis il est énervé. Le fait d'avoir perdu le Tour de France l'année dernière, on a bien vu que ça lui avait fait mal. De l'autre côté, l'autre qui a aussi été impressionnant en début de saison, Vingegaard. Le seul problème de Vingegaard, c'est qu'il n'a pas une très grosse équipe autour de lui. On a mis Olaf Koy, on a mis Christophe Laporte. En montagne, il risque de se retrouver un petit peu seul. Par contre, sur le chrono par équipe, ça risque de rouler très très fort du côté de la Jumbo. J'ai mis ensuite Jack Egg du côté de la Bahreïn. La Bahreïn, il n'y a pas de mauvaise équipe. Gino Meder, Fred White, Jonathan Milan. En plus, ils ont des sprinters. Fred White, Jack Egg, c'est des mecs qui sont capables de se mettre au service également d'un leader. Donc ça peut être intéressant pour Jack Egg, qui a connu une année 2022 pas top. Les coureurs à suivre, Jorgensen, qui a déjà fait des très bons résultats sur Paris-Nice, qui est en forme, on l'a vu sur le Tour de Man. Et puis Kevin Vauquelin, également en forme. Moi, j'attends de voir ce que ça va donner Kevin Vauquelin pour un top 10. Ça pourrait être intéressant pour le coureur français, surtout bon rouleur de contre-la-montre, c'est également un avantage. Du côté des favoris pour le sprint, parce que là c'était que pour le général, pour le sprint, Tim Merlier, il m'a fait une très forte impression quand même sur le tour de l'UAE, notamment son deuxième sprint, vraiment il est très surpuissant ce jour-là.
Mats Pedersen, par Nice, c'est Mats Pedersen, c'est un petit peu une histoire d'amour quand même. Il aime bien cette course, il adore le vent, il adore. Voilà, il y a des sprints en plus en boss, ça peut lui convenir. Arnaud Delis, première course par étape World Tour pour Arnaud Delis, on va voir comment il va se comporter, mais bon, vu ce qu'il a montré en début d'année, ça devrait pas mal se passer. Il aime bien le vent, il a une équipe à son service. Bon, après, c'est sûr que parfois, cette équipe ne sait pas emmener les trains, ne sait pas emmener les sprinters, donc ça peut être un problème du côté de Arnaud Delis, mais il aura Guarnieri à son service, ce qui est déjà mieux que d'habitude. Guarnieri, il sait lancer les sprints quand même un minimum. Et puis les coureurs à suivre, j'ai mis Brian Cocard, toujours là, Brian Cocard, bon début de saison au Down Under. On va voir ce que ça va donner. Surtout que lui aussi, il a une équipe à son service. Et puis Alexander Christophe, pareil, du côté de Uno X, une équipe à son service. Il a déjà gagné aussi en ce début de saison. Donc c'est un coureur sur lequel il faudra compter 36 ans, toutes ses dents pour Alexander Christophe. Donc ça devrait bien le faire. Du côté des horaires, eh bien, ça sera sur Eurosport 2 et France 3 pendant toute la semaine. Dimanche à 15h. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi également à 15h. Et puis lors du week-end, ça sera 13h. Samedi et dimanche, lors des 2 étapes de montagne autour de Nice. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meilleure Production. Ciao, ciao!